Bonsoir à tous. Un grand merci d'être venus si nombreux à cette conférence. C'est toujours un plaisir d'en organiser et c'est encore plus un plaisir quand elles sont suivies par un nombreux public. Je ne sais pas si vous prenez le train souvent. Moi, je suis pendulaire. Et en tant que pendulaire, j'ai l'impression que de parler des CFF, c'est presque aussi commun que de parler de la météo. Est-ce qu'il y a eu du retard? Combien? Est-ce qu'il y a eu des trains supprimés? Pourquoi il n'y a pas de place? Un certain nombre de complaintes qu'on porte devant notre chère institution, très chère aux Suisses, mais à qui les Suisses ne pardonnent pas grand-chose. Eh bien, ce soir, nous n'allons pas parler des aléas, mais des grands travaux qui sont entrepris pour les éviter, et plus particulièrement des très nombreuses contraintes qui les conditionnent. C'est vraiment un milieu particulier, très très contraint, et ça donne un autre visage à tous ces projets. Et puis on va également aborder, en particulier pour nos élèves, toutes les compétences d'ingénieurs qu'il est nécessaire de montrer pour faire aboutir ce genre de travaux avec succès. C'est la tâche à laquelle s'est consacré notre invité, Loïc Dazin, depuis 2016, dans la gestion comme chef de projet général des travaux Léman 2030 sur le tronçon Lausanne-Renan, et ensuite comme chef de projet expert sur le projet d'extension de la gare de Genève. Des études d'ingénieur à l'École nationale supérieure des arts et métiers à Lille, des expériences dans le monde industriel, comme responsable d'une usine d'embouteillage au Vietnam ou d'une usine de carrosserie de camions au Liban, une expérience préalable dans la direction de la maintenance à la SNCF constelle le parcours qu'il a préparé à ses fonctions. Lorsqu'il entreprend de relier le Vietnam au Liban à vélo, M. Dazin montre un certain goût pour l'endurance, les défis, l'aventure. Son intérêt pour nos solutions techniques novatrices de traitement des eaux de voies de chemin de fer, en marge de toutes les autres complications du projet qui était en cours, démontre une grande ouverture d'esprit. Est-ce que c'est ça les compétences, à part les qualités techniques bien sûr, est-ce que c'est ça les compétences indispensables à un chef de grand projet? Bien, Monsieur Dazin, vous allez sans doute nous en parler. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation et de partager avec nous, en particulier avec nos élèves, quelques éléments de la vie d'un chef de projet dans de telles situations. Merci. Ouais, pour pas que ça fasse d'écho. Eh bien, bonjour à tous. Merci Fabienne pour l'introduction et merci à l'HEIA aussi pour l'invitation pour venir partager mon expérience. Donc, comme tu l'as dit Fabienne, moi j'ai fait mes études à l'École nationale supérieure des arts et métiers en France, à Lille. C'est une école qui forme des ingénieurs plutôt généralistes, orientés génie mécanique. Et puis ensuite quelques expériences à l'étranger. Et j'ai découvert le monde du ferroviaire à la SNCF, dans l'entreprise j'ai travaillé comme dans la responsabilité de la maintenance de la voie ferrée. Et là j'ai pu acquérir des compétences techniques sur le génie ferroviaire. Et ensuite en 2016 j'ai intégré les CFF dans le programme Léman 2030. Donc là l'objectif d'aujourd'hui c'est de vous présenter le programme Léman 2030, les projets qu'on y réalise, et puis essayer aussi d'aller un peu plus en profondeur dans les complexités qu'on a à gérer au sein de ces projets et la façon dont on gère ces complexités de ce programme Léman 2030. Et l'intérêt aussi, je pense, de ma présentation, ce que j'ai envie de vous expliquer aussi, c'est finalement quel est le rôle du chef de projet général derrière ces projets. Et donc, voilà, ça sera mon expérience que je vous transmets. Voilà pour les objectifs de la présentation. On va commencer la présentation avec tout d'abord une vision de qu'est-ce que c'est ce rôle de chef de projet général. Et ici, on voit deux schémas. En fait, une image dans laquelle on voit un nuage de choses
et ensuite un engrenage bien huilé, bien rodé, qui fonctionne bien. Et ça, je pense, ça résume très très bien le rôle du chef de projet général, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de choses à gérer et il va falloir les gérer de la meilleure façon qui soit pour que le projet puisse être délivré. Et là, je voudrais voir un petit peu, vous, quel est votre a priori, qu'est-ce que vous avez comme idée sur quels sont ces sujets qui sont à gérer par un chef de projet quand on a un projet d'infrastructure ferroviaire à gérer, type rajouter une voie ou modifier une gare. Qu'est-ce que vous imaginez les types de sujets qui seront à régler pour le chef de projet? Voilà, puis je propose d'écrire un petit peu les idées. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Donc les rendements, c'est ça? Ok. Tout à fait. Calendrier. Le planning. Autorisation de construire, c'est ça? J'ai vu quelqu'un qui a levé la main, ouais. Les coûts. Sécurité. Coordination des différentes spécialités, des différents domaines techniques. L'exploitation. Ouais. Bon, on a pas mal de sujets. Je m'étais noté, moi, en effet, les autorisations de construire, les aspects financiers. On a aussi la gestion d'une équipe, finalement. Il faut animer l'équipe pour pouvoir réussir à sortir le projet. L'environnement. Il y a aussi de nombreux sujets environnementaux à traiter dans le cadre des projets. Des aspects fonciers aussi, on va peut-être avoir besoin de parcelles supplémentaires pour pouvoir étendre le réseau ferré. Il y a des sujets politiques, on a des financements qui viennent de fonds publics, qui peuvent être l'OFT, mais qui peuvent être aussi les cantons, les villes. Donc, et on a des mises en service d'offres ferroviaires à faire, et puis là-dessus, ce sont aussi des engagements politiques. Donc, voilà, ça fait partie des parties prenantes qu'on doit gérer. On a des riverains de chantier. Donc voilà. Avec ça, on voit un petit peu tout ce qu'il y a dans cette image. Oui ? Et toutes les surprises, tous les aléas qu'on va devoir gérer au fur et à mesure du projet. Et ça, c'est comme des trous. Voilà. De quel trou vous voulez parler ? Je me demandais combien de temps on allait mettre... voilà. Oui, et bien sûr, il y a les trous à gérer. Et voilà, tous ces sujets-là, c'est ce qu'on voit dans l'image de gauche, ce nuage qui est à gérer. Et l'objectif, c'est d'aller sortir un projet en ayant tous ces sujets qui sont réglés de la meilleure façon qui soit. On peut avoir des conflits d'objectifs à travers ces différentes parties à gérer. Et donc, le chef de projet qui gère ces projets, il va devoir s'appuyer sur tout un réseau de compétences pour pouvoir gérer ces différents sujets. Alors, on a vu, il y a beaucoup de sujets techniques aussi. D'ailleurs, finalement, on a assez peu noté la technique. On a aussi de la technique à gérer. Donc déjà, il va falloir s'appuyer
sur du savoir-faire, des compétences techniques. Le domaine des infrastructures ferroviaires, il y a des domaines très larges. On a évidemment des sujets de génie civil, il y a des ouvrages d'art qui sont réalisés, on a aussi des infrastructures de voies qui sont réalisées. Et il y a aussi tout le génie ferroviaire, ça passe par la voie ballast-rail, mais ça passe aussi par la ligne de contact, on a des tensions de 15 000 volts. On a tout l'aspect de la signalisation de la voie ferrée, c'est un domaine aussi assez pointu. On a de la basse tension, on a des réseaux de gaz, des réseaux d'eau. Voilà, donc ces aspects techniques sont assez larges et il faut avoir quand même un bagage technique pour pouvoir assimiler et comprendre ces différents sujets. Après, il faut savoir aussi tenir un budget, une planification financière. Il faut savoir traiter aussi tout ce qui est des analyses de risque, des analyses d'opportunité. Il faut aussi avoir de la compétence pour pouvoir suivre des contrats. Il y a beaucoup d'objets qui sont mandatés, donc il faut avoir la capacité de gestion contractuelle. Qu'est-ce qu'on a mis ? J'ai mis encore. Il faut comprendre aussi les gouvernances des entreprises, comment les processus de décision se gèrent. Donc voilà. Alors c'est pas pour faire peur. il y a beaucoup de sujets. On peut pas être expert dans la multitude de ces sujets. On a des équipes et des appuis pour pouvoir gérer tous ces domaines. Donc au-delà de ces compétences un peu de savoir-faire, je pense encore plus important, il y a ce savoir-être et puis c'est quelque chose qui se développe aussi, mais il faut avoir, je pense, quelques facilités dans ces domaines de savoir-être. Et derrière, il y a le côté du leadership, donc dans la gestion d'une équipe. Il y a aussi avoir des facilités de communication. Ça se travaille aussi, pour pouvoir aller présenter les projets, faire des conférences à l'EPIA, ou alors aussi quand on va aller s'adresser aux journaux ou aux riverains des chantiers. Il faut également pouvoir gérer des situations de conflit, de crise, ou gérer des cas de négociation. Voilà. Bon, c'est pas exhaustif. Il y a encore d'autres compétences qu'on peut développer dans le cadre du métier de chef de projet, mais ça donne un peu une image. Donc maintenant qu'on a vu poser un petit peu ce que c'est que ce métier de chef de projet, on va aller regarder maintenant plus en détail qu'est-ce que c'est que ce programme Léman 2030. Et on va commencer avec une petite vidéo explicative. En Suisse, nous sommes connectés, toujours et partout. Notre réseau ferroviaire nous permet de nous rendre facilement et écologiquement d'un point à un autre. La région lémanique, l'une des régions les plus prospères d'Europe, est en plein essor, tant au niveau démographique qu'économique. La région entend jouer un rôle actif dans cette nouvelle conception de la mobilité, moderne et intégrée. C'est ici qu'entre en jeu le programme Léman 2030. Il concrétise le rôle déterminant assumé par la Confédération, les cantons de Vaud et de Genève, les villes et les CFF dans le soutien de la qualité de vie et de la compétitivité de la Suisse et de ses régions. Le programme s'inscrit dans le contexte de l'importance cruciale que revêt l'axe Est-Ouest pour tout le pays. Le nombre de passagers par jour entre Lausanne et Genève est en train de doubler et la demande en fret augmente également. Léman 2030 doit répondre à ces besoins. La cadence au quart d'heure sera introduite au cœur des agglomérations et les places assises entre Lausanne et Genève doublées. Les infrastructures et les gares doivent être transformées. Ces changements amènent de grandes améliorations. Des gares avec plus de confort, plus de place et plus de sécurité, la création de commerces dans et autour des gares, une offre de mobilité combinée étoffée et des goulets supprimés comme à Genève grâce à une nouvelle gare souterraine. Les gares seront transformées en hubs de mobilité vers lesquels convergent les trains, les bus, le métro ou le tram. Les CFF mettent à contribution toute leur expertise afin de relever ce grand défi et offriront progressivement des améliorations pour les clients. Les chantiers engendreront des nuisances pour les riverains.
Les CFF prennent toutes les mesures pour limiter ces nuisances et s'engagent à communiquer de manière transparente. Ils appliquent une gestion professionnelle et personnalisée des relations avec les riverains. Le bien-être de ces derniers est pris en compte dès la planification des projets. Un grand merci à toutes les personnes impactées pour leur compréhension et leur soutien. Léman 2030 construit aujourd'hui et pour vous la mobilité de demain. Voilà. Dans cette vidéo, on voit finalement qu'on parle beaucoup de hub de mobilité, confort, sécurité, améliorer l'expérience dans les gares. Et finalement, ça, c'est aussi quelque chose qui est assez primordial à garder en tête dans ce métier de chef de projet, mais je pense aussi dans tous les métiers qu'on réalise. C'est que finalement, moi, dans mon quotidien, je réalise des infrastructures, des nouvelles voies, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on réalise. Ce qu'on réalise, ce sont des nouvelles possibilités de circuler, ce sont des clients qui vont utiliser des gares. Et donc ça, il faut toujours garder en tête l'objectif final des projets. On voit ici sur cette carte les objectifs du programme Léman 2030. Les principaux objectifs, c'est de doubler le nombre de places assises sur l'axe Genève-Lausanne. Et puis, on a aussi une augmentation du trafic sur le RER Vaud avec 4 trains par heure. Et il y a aussi des sauts d'offres qui seront réalisés sur la voie de Genève-La Plaine. Donc ça c'est un petit peu le pourquoi, la raison d'être du programme Léman 2030. On voit ici quelques chiffres qui sont assez impressionnants du programme Léman 2030. Tout d'abord, c'est ce premier chiffre de 4 milliards. Donc ça, c'est le budget du programme. On est, je pense, assez chanceux d'avoir cet investissement dans cet arc lémanique qui est arrivé. Ça dynamise toute la région. C'est le plus gros investissement actuel du rail en Suisse. Donc c'est le programme majeur. Donc ça donne aussi des belles opportunités. En parallèle de ces 4 milliards, on a aussi 2 milliards pour tout ce qui est les travaux d'investissement. Et là, les chiffres suivants, on va vraiment pointer du doigt la complexité la plus importante de ce programme. Ce sont ce chiffre de 670 trains quotidiens. Donc on a 670 trains qui circulent chaque jour sur l'axe Genève-Lausanne. Et la particularité de cet axe, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'itinéraire de détournement, contrairement à la plupart des axes dans le reste de la Suisse. C'est-à-dire que lorsqu'on coupe la voie entre Genève et Lausanne, et là, mon exposé, il y a eu un exemple très récent avec le trou de Tolochna, on n'a pas d'itinéraire de détournement ferroviaire. Finalement, le trafic qui circule, le seul moyen de report, c'est l'autoroute. Et quiconque a pris l'autoroute entre Genève et Lausanne à 16h30 un soir se rend bien compte que ce n'est pas possible, ça n'est pas viable de reporter tout le trafic sur la route. On voit il y a 60 000 passagers quotidiens. On envisage qu'il y en ait environ 100 000 d'ici l'année 2030. Donc ces 60 000 passagers quotidiens, si on les reporte sur la route, on peut imaginer un train, c'est à peu près 1000 personnes. Donc si on veut remplacer un train par des bus, un bus c'est 50 personnes, il faut 20 bus pour un train. Et vous imaginez 20 bus qui partent du centre-ville de Lausanne pour aller vers le centre-ville de Genève en desservant toutes les gares le long du lac Léman. C'est pas imaginable. Donc c'est là la complexité de ce programme Léman 2030, c'est qu'on a un investissement massif de 4 milliards pour réaliser des infrastructures pour pouvoir accueillir l'augmentation de l'offre, mais il faut en même temps qu'on continue à assurer la gestion du trafic sur cette ligne. Donc toute la complexité de la planification et des travaux réside vraiment dans ce sujet. Voilà, on a vu un petit peu, on a vu pourquoi
on réalise ce programme Léman 2030, quels sont les chiffres qu'il y a derrière. Puis maintenant, on va aller regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on y fait. Et là, je vous propose de regarder une vidéo du projet de la gare de Lausanne. Alors, on voit un autre rôle, c'est d'aller distribuer des ballons rouges aux voyageurs dans la gare. Un peu plus sérieusement, une petite anecdote sur la gare de Lausanne. En 2019, on a fait une interruption de trafic entre Lausanne et Puydou pour faire des travaux pendant l'été. Et à la place, on a mis un service de bus pour remplacer les trains. Et donc, dans ce cas-là, au niveau des CFF, on organise des accompagnements des voyageurs en gare. Et puis, c'est les gens des CFF qui sont volontaires pour aller faire cet accompagnement. Donc, moi, je m'étais inscrit pour aller aider pendant 6 heures en gare de Lausanne des voyageurs qui seraient perdus à cause des bus. Et donc, pour me préparer, j'ai regardé bien tous les horaires des trains de Lausanne vers Fribourg ou vers le Valais. Parce que moi, je connais très bien les horaires entre Lausanne et Genève. Je suis pendulaire sur Lausanne-Genève, mais je connais beaucoup moins bien cette partie de la Suisse. Et donc, j'avais regardé tous mes horaires pour pouvoir renseigner. Et en fait, sur les 6 heures que j'ai passées dans la gare, je crois que j'ai renseigné 2 personnes sur les horaires. Tout le reste des questions, c'était où étaient les toilettes, est-ce qu'il y a des consignes à bagages, est-ce qu'il vaut mieux aller à pied ou en métro au lac, est-ce que pour un Japonais qui est là une semaine, on peut faire un Swiss Pass. Donc ça, c'est aussi une leçon finalement. C'est quand on va réaliser quelque chose, il faut être bien clair aussi des attentes qu'il va y avoir au niveau des gens qui vont l'utiliser. Et sur la gare de Lausanne, quand on va, les équipes qui travaillent sur la gare de Lausanne, la gare n'est pas juste un endroit dans lequel il y a des gens qui viennent prendre des trains. C'est un endroit qui est à l'intérieur de la ville, interconnecté avec les autres moyens de transport, avec des traversées, des gens traversent en gare sans prendre le train. Donc tout ça, des choses qui sont à bien prendre en compte. Donc voilà, là maintenant, on va passer sur la gare de Genève. Donc on a vu gare de Lausanne, une transformation de la gare. On a aussi, dans le programme Léman 2030, un investissement conséquent, près d'1,2 milliard sur la gare de Genève. Et puis là, une petite question à nouveau. Est-ce que on a la gare de Genève, on a la gare de Lausanne, 2 grands projets de transformation complète des gares. Est-ce que vous savez quelle est la différence majeure entre ces 2 projets? Pourquoi on va réaliser des travaux et quelle est la différence entre ces 2 gares? Ouais.
Ouais. Et pourquoi, finalement, il y a un endroit où on va plutôt travailler sur les quais ou plutôt sur les voies? Ah oui, pour aller en souterrain, c'est sûr qu'il y a... Ouais, ouais. Ouais. Et finalement, on n'est pas loin, c'est exactement ça. C'est que finalement, la gare de Lausanne, tous les travaux qui sont réalisés sur la gare, c'est pour adapter les quais pour pouvoir absorber l'augmentation du nombre de personnes. En fait, on a des quais qui sont trop étroits pour recevoir le flux de personnes qui descendent d'un train. Donc la mise en conformité de la gare, c'est vraiment d'adapter les quais. Tandis que la gare de Genève, la problématique majeure, c'est qu'il n'y a pas assez de voies. Donc on rajoute des voies dans la gare de Genève. Donc c'est vraiment ça les différences majeures entre ces deux gares. Et puis comme vous l'avez dit, finalement la gare de Genève, ça va être un projet qui va être, je pense, techniquement hyper intéressant. Peut-être qu'il y aura certains d'entre vous qui viendront travailler dessus. On est actuellement en phase on va démarrer le projet de construction. Donc c'est une phase d'étude dans laquelle on avance sur les études et puis à la fin du projet de construction, on va pouvoir passer à l'étape de demande d'autorisation de construire, la procédure d'approbation des plans auprès de l'OFT. Et là, le projet de la gare de Genève, c'est de réaliser une gare souterraine en dessous de la gare existante. Et là aussi, le défi majeur, c'est que finalement, on va avoir la construction d'une gare avec une gare en surface qui continue à fonctionner et des connexions, des liaisons qui vont se faire entre ces deux gares. Donc là, il va y avoir énormément de défis techniques liés à cette gare de Genève. Voilà, on a vu la gare de Lausanne, gare de Genève, et puis le troisième gros paquet de ce programme Léman 2030, ce sont les travaux qui se déroulent sur le tronçon Lausanne-Renan. C'est un tronçon de 5 km et qui a été le premier tronçon en travaux au sein de ce programme Léman 2030. On a commencé les travaux en 2015. On aura fini, on va inaugurer l'année prochaine tous les ouvrages qui sont réalisés, donc il y a près pour 7 ans de travaux. Pourquoi ça a été le premier tronçon qui a été en travaux? Parce que ce tronçon de 5 km, c'est vraiment un goulet d'étranglement dans tout cet axe Genève-Lausanne. Le goulet d'étranglement, il est dû à sa position entre les deux nœuds qui sont la gare de Lausanne et la gare de Genève. On voit sur ce petit graphique la particularité de la gare de Lausanne, la gare de Genève. La gare de Lausanne, donc là je rentre un peu dans les détails ferroviaires, la gare de Lausanne c'est une gare qu'on appelle une gare de direction. C'est-à-dire que le haut de la gare va être tous les trains qui vont et qui viennent de Berne. Et tout le bas de la gare, c'est ce qui va partir vers le Valais. Alors que la gare de Renan, c'est une gare de Sens. Donc à Renan, on a également deux branches, une branche qui va vers Neuchâtel et une branche qui va vers Genève. Mais par contre, le haut de la gare, ce sont tous les trains qui vont vers Lausanne, alors que le bas de la gare sont tous les trains qui viennent de Lausanne. Et donc ça donne, on imagine bien des croisements de trains et puis évidemment cette situation de goulet d'étranglement. Il y a eu plusieurs projets au sein de ce tronçon Lausanne-Renan. L'enclenchement de Renan, un enclenchement, c'est le cerveau du rail. C'est ce qui va permettre de gérer tous les signaux et toutes les directions des appareils de voie de la gare. On a le projet du saut de mouton, projet de la 4e voie, projet de la gare de Renan. On va tous les voir par la suite, ces projets. Et puis là, peut-être un petit parallèle à faire entre, à nouveau, ces infrastructures, ces projets qu'on fait, par rapport à la raison pour laquelle on est fait, c'est-à-dire aux nouvelles offres qui sont proposées. Donc si on se rappelle bien, précédemment, on avait vu une des offres majeures qui sera offerte par le programme Léman 2030, c'est le doublement des places assises. Et est-ce que, là, au niveau du doublement des places assises, on va pouvoir transmettre cette possibilité par plusieurs moyens. Un des moyens, c'est évidemment de mettre
plus de trains sur le même tronçon. C'est pour ça qu'il y a ce projet de 4e voie. Ça permet d'avoir plus de trains qui circulent en même temps. Mais il y a un autre moyen aussi, c'est d'avoir des trains plus longs. Et on verra la gare de Renan, on a allongé les quais pour pouvoir recevoir des trains de 400 mètres. C'est ces trains qui ont une capacité de 1000 personnes. Voilà, on va rentrer un peu plus en détail dans ces projets. Tout d'abord, le projet du saut de mouton. Donc ça, je pense que c'est un projet techniquement, qui pourrait vous intéresser tout particulièrement. C'est la construction d'un viaduc d'à peu près 1 km de long qu'on réalise au milieu de l'exploitation ferroviaire. Sa fonction, c'est de pouvoir croiser 2 trains en pleine vitesse sur ce tronçon. On l'a vu précédemment, on a ces histoires de garde de sens, garde de direction. Ça veut dire qu'on va avoir des trains qui se croisent. Si on n'a pas ce type d'objet, et finalement, il faut qu'un train soit à l'arrêt pour qu'un autre train croise son itinéraire pour qu'ensuite l'autre train puisse partir. Grâce au saut de mouton, on va pouvoir avoir des trains qui se croisent en pleine vitesse. Et puis là, je vous propose de regarder une petite vidéo en cours de l'exécution pour rentrer un peu plus dans le concret, dans le chantier. On est très fiers de cet ouvrage. C'était comme le plus grand ouvrage d'art qui était en réalisation dans les années 19-20 en Romandie. Et on a vu un fribourgeois qui l'inaugurait, c'est Philippe Gaudron. Ensuite, un autre projet de ce tronçon Lausanne-Renan, c'est la modernisation de la gare de Renan. Donc cette gare de Renan, comme je l'ai dit, on a allongé les quais à 420 mètres, mais on a aussi élargi les quais pour pouvoir mettre en conformité par rapport au flux des personnes qui fréquentent la gare. On a réalisé aussi un nouveau passage inférieur, une nouvelle passerelle au-dessus des voies. Et ce projet de la gare de Renan a été aussi un projet sur lequel il y a eu une très grande complexité du phasage des travaux, toujours avec cette histoire d'avoir une gare qui continue à fonctionner en même temps qu'on l'a fait évoluer. On a les quais qui changeaient d'emplacement,
Et il a fallu faire coïncider un nouveau passage inférieur, un ancien passage inférieur, des anciens quais, des nouveaux quais, et que dans toutes les phases d'avancement des travaux, on ait à chaque fois les connexions qui soient assurées. Donc la solution qui a été trouvée, c'était de réaliser le nouveau passage inférieur, de le connecter sur l'ancien passage inférieur, ce qui faisait qu'on pouvait accéder à la fois aux anciens quais, puis au fur et à mesure qu'on construisait les nouveaux quais, on mettait des émergences, des accès qui pouvaient arriver vers l'ancien passage inférieur. Donc il y a eu là derrière aussi toute cette complexité de la réalisation d'un ouvrage qui est en exploitation. Le projet 4e voie, donc l'objectif, c'est de réaliser une 4e voie supplémentaire aux 3 voies existantes du tronçon Lausanne-Renan, donc sur les 5 km. Mais au-delà de ça, c'était également de renouveler en fait toutes les infrastructures et les superstructures de ces 5 km de voie. C'est-à-dire que entre 2015, le moment où on a démarré les travaux, et puis l'année prochaine, quand on aura fini les travaux, il n'y aura plus un boulon ou le moindre caillou qui restera d'avant. On aura tout renouvelé. Et là aussi, on imagine aussi la complexité des travaux avec les trains qui circulent. Aussi, un petit élément pour voir cette complexité, c'est par exemple ce qu'on voit là, le joug traversant qui tient la ligne de contact. Évidemment que pour pouvoir mettre ce nouveau joug, enlever l'ancien, il faut qu'il n'y ait aucun train qui circule dessous. Donc il faut qu'on ait une interdiction totale des trains sur ce tronçon. Et finalement, il y a un seul moment pendant lequel on a une interdiction totale, c'est la nuit de dimanche à lundi, de minuit 15 à 1h40. C'est-à-dire qu'on a 1h25 tous les nuits de dimanche-lundi pour avoir des interdictions totales de circulation pour aller installer nos jougs. Et on en voit, il n'y en a pas qu'un, il y en a tout un long sur 5 km. Donc le phasage, c'était nuit de dimanche-lundi par nuit de dimanche-lundi, avec des équipes aussi qui sont prêtes pour pouvoir réaliser ces travaux dans des temps très courts et rendre à la circulation derrière, pour que le trafic puisse se continuer sur cet axe. Ici, on voit, on voit le tronçon Lausanne-Renan avant le début des travaux, 2015, avec les 3 voies. Et voilà l'image de ce qui sera réalisé à la fin. On aura nos 4 voies de circulation, le saut de mouton qu'on voit au milieu, la gare de Renan qui est transformée. Et ensuite, on aura les travaux de la gare de Lausanne qui vont se connecter sur ces 4 voies qui ont été réalisées. Donc là, voilà, dans la présentation de ces différents projets du tronçon Lausanne-Renan, dans cette image-là, on voit derrière cette complexité de la planification des travaux. Et maintenant, je voudrais aller un peu plus en détail dans comment nous, au sein de cette équipe de ce tronçon Lausanne-Renan, on a géré cette complexité et comment on a géré la planification de l'exécution de ces travaux. Voilà. Donc c'est ça, c'est assez basique, mais ça a mis un petit peu de temps à se faire. C'est un process qu'on a innové, qu'on a créé spécifiquement pour les enjeux de ces travaux et qu'on continue à suivre actuellement et qu'on va reporter aussi sur les autres projets de la gare de Lausanne, la gare de Genève, parce qu'on l'a amélioré et on voit qu'il fonctionne bien. Donc la première étape, c'est cette étape de concept d'exploitation. Donc en fait, ça c'est des réflexions qu'on a eues dès les années 2010, c'est-à-dire environ 5 ans avant le début des travaux. On s'est posé la question de comment on allait réaliser ces travaux, quels seraient les impacts sur l'exploitation. Et là, on est rentré en discussion avec les services de l'exploitation au sein des CFF. Mais évidemment, il n'y a pas que les CFF, parce que les voies sont utilisées par les entreprises ferroviaires. Donc les CFF sont une entreprise ferroviaire. Mais on a aussi des utilisateurs pour le voyageurs internationaux, mais on a aussi du trafic fret
avec des compagnies privées. Et donc dans ces cas-là, il faut aller négocier très en amont pour pouvoir avoir, si on va vouloir adapter les offres. Et donc ce qui a été conçu et convenu lors de cette étape, c'est qu'en fait, sur les 3 voies d'exploitation qui existent sur ce tronçon Lausanne-Renan, une offre allait être adaptée pour pouvoir circuler sur 2 voies d'exploitation. Ça veut dire que pendant toutes les années de travaux, toujours actuellement, on peut interdire une des voies pour réaliser nos travaux. Il faut que constamment on laisse 2 voies circuler sur le tronçon, sauf la nuit de dimanche-lundi entre minuit 40 et 1h35. Et ce concept d'exploitation, une fois qu'il a été défini, ça a permis derrière de travailler sur le phasage des travaux. Donc ça, le phasage des travaux, c'est l'ordonnancement des différentes étapes de travaux de ces différents projets du tronçon Lausanne-Renan. Et là, lors de ces réflexions, ce sont les moments, je pense, les plus essentiels du projet par rapport aux décisions qui peuvent être prises, parce qu'elles ont derrière beaucoup d'enjeux sur les coûts, les délais. Et un petit exemple, c'est le saut de mouton. Vous avez vu sur la vidéo le saut de mouton qui se réalise avec une énorme paroi de protection et puis 2 voies de circulation qui sont complètement indépendantes des travaux. Ça, c'est une décision qui a été prise à l'époque du phasage travaux, qui était une idée qui paraissait complètement folle à l'époque où elle a été émise, et finalement, c'est ce qu'on a réalisé. Ça a été de construire 2 voies provisoires d'1 kilomètre au-dessus pour contourner le chantier. Donc, c'est des voies qui ont une durée de vie de 2 ans. Donc, ça génère quand même un coût important d'aller réaliser 2 voies comme ça. Mais par contre, derrière, par rapport à la réalisation du chantier, le coût a été largement rattrapé parce qu'on a pu avoir ce chantier qui est un chantier assez gigantesque, complètement indépendant de l'interface ferroviaire. Donc voilà, ces réflexions de phasage sont vraiment essentielles. Et ensuite, on arrive sur une étape environ 2 ans avant le début des travaux, un workshop de planification. On va voir dans une slide plus tard exactement ce que c'est. Pareil, ce concept OPC, et ça, je vais le détailler par la suite. Puis on voit, hein, l'objectif, c'est le jour J de l'exécution. Donc maintenant, on va aller regarder le workshop de planification. C'est une organisation qu'on réalise, qu'on a commencé en 2018 et qu'on réalise maintenant chaque année. On rassemble toutes les équipes projets et aussi les équipes qui vont exécuter les travaux pendant à peu près une semaine pour réaliser une planification détaillée tous ensemble. Et alors pourquoi 2 ans avant ? Ça, c'est l'anticipation qui est nécessaire au niveau des projets ferroviaires parce que, premièrement, on l'a vu, il y a des impacts. Il peut y avoir de nos travaux des impacts sur l'offre et il faut qu'on puisse prévenir suffisamment tôt les différents intervenants du rail, mais également parce que les travaux ferroviaires nécessitent des engins très lourds au niveau de la voie ferrée et qui sont assez rares. Et donc, on se les partage entre les différentes régions suisses, mais aussi en Europe. Donc, il faut avoir une grande anticipation pour être sûr d'avoir les machines qui sont disponibles à temps. Une petite vidéo pour vous montrer pourquoi on était si content. Donc ça, c'est voilà, la planification annuelle qu'on avait réalisée. Dans tous ces post-it, il y a à peu près 20 millions de travaux pour une année. Ça fait à peu près 100 000 francs par nuit. Et voilà, toutes les couleurs, ce sont les différentes disciplines techniques qu'on planifie. Donc le génie civil, la voie ferrée, la ligne de contact, c'est le courant de traction, la signalisation, etc. Et après, on peut aller encore plus loin. Donc voilà, c'est une démarche collaborative
Donc ça, c'est aussi un aspect qu'on cultive au CFF et particulièrement à Léman 2030 de cette démarche de planifier tous ensemble. Voilà, au bout de la semaine, on a une planification annuelle et on est 2 ans avant le jour J de l'exécution. Évidemment, les différentes étapes de travail ne peut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'en 5 jours, on puisse planifier 20 millions de travaux au détail près, avec toutes les interdépendances, les interfaces qu'il peut y avoir, les conflits qu'il pourrait y avoir entre les différents projets ou les différentes étapes de travaux. Donc après, on a au sein de l'équipe des chefs de projet OPC, ordonnancement, planification, coordination, et eux, ils vont aller digérer toute cette planification qui a été réalisée pour aller la scruter dans le moindre détail. Donc ces gens-là, ils reçoivent le mandat près de 2 ans avant les travaux, et l'objectif, c'est que 6 mois avant la date J de l'exécution, on ait ce type de document qui soit validé, réalisé, finalisé. Ces documents, ce sont des carnets d'étapage dans lesquels on a tous les détails de l'exécution qui sont réglés. Par où on va accéder, qu'est-ce qu'on va faire, quelle durée, on voit c'est planifié à l'heure près, quel va être le régime de sécurité, comment on va gérer la sécurité, est-ce que les ressources seront disponibles, les mesures d'exploitation, les heures qu'on va avoir pour faire nos travaux, de où on va venir. Voilà, tout doit être réglé. Et donc, normalement, 6 mois avant le jour J de l'exécution, les choses sont arrêtées. Après, il est certain qu'il y a toujours des aléas à régler. Donc, c'est pour ça qu'on a encore des directions générales de travaux qui scrutent les plannings et puis qui peuvent réagir en fonction d'aléas, des choses qu'on ne peut pas forcément anticiper, type pandémie mondiale par exemple. Voilà, dans ces cas-là, les carnets d'étapage sont à reprendre et puis la planification, elle est à reprendre. Voilà, on a vu donc le concept d'exploitation, les 2 voies. On va pouvoir travailler avec 2 voies toujours en circulation. De ça, on peut réaliser un phasage des travaux, l'ordonnancement des grandes étapes. Ensuite, on va planifier tous ensemble une planification détaillée annuelle. Derrière, des équipes qui vont aller dégrossir et puis regarder dans moins de détails toute la planification détaillée. Et finalement, on arrive au jour J de l'exécution. Donc là, je vous propose de regarder quelques photos de ce que ça donne derrière. Tout ce qu'on a vu, tout ce process que je viens de vous exposer, il est vraiment au service de ces personnes qui sont sur le chantier à réaliser les travaux. Les travaux ferroviaires, c'est des travaux qui sont réalisés dans des conditions pas faciles. On verra la plupart des photos sont des photos de nuit. La plupart de nos travaux sont réalisés de nuit parce que c'est le moment où on peut avoir de plus grands intervalles de travaux sans train qui circule. Ce sont des travaux qui sont assez lourds. Tout le matériel ferroviaire est assez lourd. Des travaux assez physiques et puis qu'on réalise aussi toute l'année par toutes les météos. Et aussi, sujet important, c'est le côté de la sécurité. On a régulièrement des travaux avec des voies qui circulent à côté, des trains à 120 km/h, et donc on a des conditions de sécurité qui sont assez contraignantes. Donc là, on voit un opérateur qui est en train de couper un rail. Sur cette photo, on voit une grue ferroviaire. Donc ça, c'est le type d'engin qu'on doit réserver longtemps à l'avance. Ces grues ferroviaires, elles peuvent porter jusqu'à 100 tonnes. Là, on voit qu'elle est en train de porter un panneau de voie d'environ 20 tonnes, je pense.
Ça, c'est aussi un côté, je pense, dont on peut être assez fier, très fier en Suisse, c'est qu'on a des process de travail qui ont été très industrialisés et très optimisés par rapport aux travaux qui sont réalisés. On voit le wagon à côté, ce sont des wagons spéciaux qui peuvent s'orienter comme ça on peut y poser les panneaux de voie qui sont prémontés dans les centres de montage des CFF, et ces panneaux arrivent just in time pour le chantier, pour ensuite être posés directement sur nos travaux. Tous ces process qui sont très optimisés nous permettent, dans ces fenêtres de travaux très restreints, de réaliser des substitutions d'appareils de voie ou de voies en permettant d'avoir une mise en service dès la fin des travaux. Donc en une nuit, on arrive à substituer, et puis que ça soit presque transparent pour l'utilisateur. Là, j'ai pris cette photo pour faire un petit parallèle avec la photo d'avant. La photo d'avant, vous voyez cette grue qui portait ce panneau de 20 tonnes, donc travaux assez massifs qui représentent un peu ce domaine ferroviaire assez lourd. Et puis là, on a à nouveau une grosse machine, c'est une bourreuse. Donc en fait, cette machine, c'est la dernière machine, c'est la dernière étape des travaux quand on fait des travaux de voie ferrée. En fait, avec cette machine, on a des galets qui viennent prendre les rails, qui les soulèvent et puis qui les placent à l'altitude et à la position définitive. Et ensuite, on a des bourroirs qui viennent plonger dans le ballast, vibrer à une certaine fréquence et à une certaine profondeur, pour compacter le ballast sous la traverse, pour pouvoir porter les traverses, pour pouvoir mettre la voie à la position finale dans laquelle elle doit être. Et voilà, quelque chose qui est à savoir au niveau de cette finition de travaux, c'est qu'on a un niveau de précision au millimètre près. C'est-à-dire que quand on commence à avoir un écart avec une file qui est plus bas, de plus de 2 mm que ce qu'elle devrait être, on commence à avoir des valeurs de ralentissement. C'est-à-dire que si on devait rouler à 120, alors on pourra, plus de 2 mm, on va devoir rouler à 80, et puis ainsi de suite. Si on commence à être à 4 mm, on va avoir des rallents encore plus importants, et au-dessus de 9 mm, on est en interdiction de circulation. Donc voilà, un peu le parallèle entre les travaux assez lourds et aussi la finesse des travaux qui sont réalisés. Et là, aussi l'engagement des équipes qui travaillent sur le terrain. Ces équipes, elles travaillent donc de nuit sur des intervalles très courts. Et à la fin des travaux, il y a un chef d'équipe qui doit signer comme quoi les travaux sont finis et qu'on a un train avec 1000 personnes dedans qui peut circuler à 80 ou 50 km/h sur la voie qui vient d'être terminée. Donc il y a un niveau de compétences techniques nécessaires très fort. Et puis ça, on a la chance d'avoir ces collaborateurs qui sont compétents techniquement pour pouvoir aussi être si réactifs sur les voies qu'on restitue pour ne pas impacter la circulation ferroviaire. Une autre photo aussi pour témoigner un peu de ce qu'on vit aussi dans les travaux, et pas que nous, aussi les voisins. C'était pour montrer aussi que nos travaux ils sont quand même réalisés souvent en agglomération. Les gares sont en plein centre-ville. Donc les travaux qu'on réalise, et comme on le voit, sont souvent, comme j'ai dit, souvent de nuit. Et finalement, on va générer beaucoup de nuisances au niveau des riverains de nos installations. Et là, au niveau des CFF et au niveau du programme Léman 2030, il y a vraiment une prise en compte très en amont de ces nuisances qu'on va provoquer, et on réfléchit à toutes les mesures qui peuvent être prises pour pouvoir diminuer ces nuisances. La mesure la plus efficace, c'est les travaux en journée. Mais voilà,
on voit que c'est un peu en conflit d'objectifs avec finalement laisser circuler les trains, parce que si on travaille en journée, on doit interdire les trains, ce qui n'est pas compatible. Mais on a aussi d'autres mesures techniques. Là, on voit une paroi anti-bruit, par exemple, qui a été réalisée, et malheureusement très vite taguée. La gare de Renan, une photo aussi de ce que ça peut donner, des travaux avec des voyageurs qui circulent en même temps au niveau des zones de chantier. On a des gens qui attendent sur le quai et derrière des travaux qui sont exécutés. Là aussi, c'est des choses qu'il faut qu'on gère. C'est jamais facile. Aussi, une petite anecdote, quand on a mis en service le nouveau quai 3 de la gare de Renan, on a commencé les travaux sur le quai 2, donc on a interdit le quai 2. Donc, au lundi matin, les gens qui avaient l'habitude, les pendulaires qui avaient l'habitude de prendre leur train sur la voie 2, sur le quai 2 à 7h07, et ben en fait, le train était sur la voie 4 sur le quai 3. Donc pendant le week-end, on avait mis les RAS, les signaux, etc. On avait fait des pré-annonces avec des prospectus, etc. Et tout de même, on est allé sur place également faire de l'accompagnement en gare pour pouvoir guider les voyageurs et tout. On a dû tirer des gens qui essayaient d'escalader les RAS pour aller sur la voie 2 prendre leur train. Donc voilà, ça c'est des côtés aussi qu'il faut prendre en compte dans la planification des travaux qu'on réalise. Une petite photo alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que c'est. C'est une photo panoramique. On voit en fait part et d'autre, c'est le sol, et puis on voit le fond d'un bassin avec à l'intérieur, on a 2 caissettes de filtration. Et j'ai mis cette photo aussi pour montrer que on fait plein de choses en tant que chef de projet, on pose des rails, etc. Mais on fait aussi des études de filtration de bassin. Et puis là, on a travaillé avec Fabienne, avec le département de l'environnement, pour concevoir une nouvelle solution de traitement pour les eaux pluviales. En fait, nous, toutes les eaux sont récupérées dans nos plateformes sont étanches, puis on a des drains, et puis derrière, il faut qu'on traite les eaux avant de les rejeter dans les canalisations d'évacuation des eaux. Et on a fait ce process de test de substrat avec l'EPIA et puis avec l'HEIA. Et ça, c'était aussi, j'ai fait des séances, on a parlé de turbidité et d'autres termes qui m'ont rappelé mes années d'école. Donc aussi, pour vous donner un peu une image de cette réalisation qui a été faite. Voilà, j'arrive à la fin de mon exposé. Donc j'espère que je vous ai bien présenté ce qu'on faisait au sein de ce programme Léman 2030, que je vous ai pu aussi vous témoigner de mon expérience, moi, vous donner une idée de ce que c'est que ce rôle de chef de projet. Et puis si je devais conclure avec 3 caractéristiques qui sont, à mon avis, à cultiver pour pouvoir gérer ce type de poste. Moi, j'aurais 3 termes. La première chose, c'est être curieux. Voilà, regarder parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de domaines différents. La deuxième chose, c'est entreprendre. On voit aussi qu'il y a beaucoup de sujets à gérer, et puis il faut être force de solution, il faut être créatif, innover. Et puis la troisième chose aussi, c'est savoir être à l'écoute. Parce que finalement, on a les utilisateurs, on va aussi avoir les riverains, les clients, l'aspect politique, les équipes, les différents services techniques. Voilà, je vous remercie pour l'attention. Et s'il y a des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Merci. Alors bonsoir, tout d'abord merci pour cette présentation très enrichissante. Alors ma question elle concerne la mobilité plus dans sa généralité, donc nous avez surtout parlé du système ferroviaire en Suisse.
On sait que le système ferroviaire il est étroitement lié aux autres systèmes de mobilité, la mobilité douce, les transports publics principalement. Est-ce que, avec ce point de vue-là, est-ce que le projet Léman 2030 il a également investi dans ces autres moyens de transport, c'est-à-dire par exemple pour faciliter le déplacement en vélo entre la gare de Lausanne et certains points stratégiques, ou c'est du ressort d'autres autorités? Ouais, excellente question, hein. Finalement, c'est ce qu'on a dit aussi, c'est que les gares sont des hubs de mobilité. Et donc, nous, nos investissements sont vraiment pour l'extension de la partie ferroviaire, mais on gère tous ces sujets avec nos partenaires, les cantons, les villes. Et là, il y a des coordinations de projets qui sont réalisées, coordination de vision. Et donc, c'est à ces niveaux-là que les choses sont discutées. Par exemple, la gare de Renan, la passerelle rayon vert qui a été réalisée au-dessus des voies ferrées, ça c'est un financement en dehors du programme Léman 2030, c'est un financement qui est arrivé par les cantons et par les villes. Et donc on a travaillé là vraiment main dans la main. On a conçu cette passerelle, on était avec le canton et la ville de Renan pour faire avancer ce projet. Donc, en effet, et on n'a pas vu dans le programme, dans la 4e voie, on a fait réaliser un mur de à peu près 500 mètres de long parce qu'on a dû faire reculer un talus pour pouvoir réaliser la 4e voie. Et en parallèle avec la ville, sur la construction, on a réalisé une voie verte de vélo. Donc tous ces sujets, ils sont traités aussi à des niveaux politiques dans les discussions qu'on a avec les partenaires. C'est des partenariats très forts avec les cantons et puis les communes. D'autres questions? Bonsoir. Combien de mails par jour est-ce que vous recevez? Alors moi, je ne sais pas combien. Ça doit dépendre des jours. Je pense, il faut regarder. Je dirais comme ça 40, 50. Non, pas plus. Mais moi, je suis assez radical. Quand je suis en copie, j'évacue. Donc si on ne me demande pas... Et quand je reçois un mail et il y a plusieurs personnes, merci de faire ça, et il y a plusieurs personnes, je dis alors ça sera les autres. Mais pas parce que j'aime... Pas parce que je suis assez exigeant aussi envers les personnes qui envoient, d'être précis sur ce qui est demandé, etc. Parce que c'est un peu le danger du mail. On a un problème, on va à 12 personnes. Oui, vous avez parlé de cette particularité du tronçon Lausanne-Genève, qu'il n'y a pas de voie de secours, pas de détournement possible. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de renforcer simplement ce tronçon plutôt que de dire on fait un tronçon rapide comme on a fait entre Berne et Olten? Une voie complètement séparée. Externe, oui. Comme ça, c'est un éboulement de terrain ou autre, c'est sûr. autre problème, on aurait encore une voie B. Ouais. Alors, moi, j'ai pas choisi grand-chose, mais je sais que ça, c'est des discussions qui ont eu lieu avec l'OFT. Alors, je sais que dans les débats, chacun se joue un peu au ping-pong pour se rejeter la responsabilité de cette voie supplémentaire. Moi, personnellement, je pense aussi que ça serait une excellente chose d'avoir une voie supplémentaire. Après, c'est le type de projet aussi qui demande des années d'études importantes parce que il va y avoir des difficultés d'abord sur un aspect foncier et puis sur un aspect aussi de l'implantation, où implanter la voie. Donc ce programme Léman 2030, il est presque arrivé un peu tardivement, c'est-à-dire que l'investissement des 4 milliards, c'est tant mieux, mais c'est un peu le dernier moment. On voit quand même qu'on a un point faible, ou peut-être un point sensible dans le réseau suisse, dans ce réseau-là. Et on a vraiment une région en pleine expansion.
Et on doit développer cette infrastructure pour recevoir la hausse, mais la hausse, elle est déjà en cours. Donc c'est quand même un des points faibles. Et on voit dernièrement, dans les prises de position des différents responsables politiques, que ce projet de voie supplémentaire, de voie complètement indépendante, il est en train d'essayer d'être remis sur le feu. Puis je pense que ça serait bien. Mais je pense que c'est le type de projet... on verra ça certainement, je sais pas, en 2050 ou le temps que ça sorte, quoi. Une question sensible, mais je vous promets de ne pas parler de trop. On a pu lire ces derniers jours qu'il pourrait y avoir des retards sur la réalisation de la gare de Lausanne. Et puis, en gros, les politiques qui rejettent un peu la faute sur l'OFT en disant qu'ils sont un peu procéduriers, l'OFT qui disent non, nous on est là pour la sécurité des gens. Comment vous intégrez ça dans votre planification? Puis comment vous, au CFF, vous pouvez vous positionner pour faire en sorte que ça avance? Déjà, nos planifications, elles sont quand même discutées avec l'OFT. Parce que l'OFT nous finance. Donc l'OFT est le principal financeur de ces projets d'investissement. Et on a aussi l'OFT qui instruit nos dossiers, qui nous donne les autorisations de construire. Donc on a un peu deux branches de l'OFT avec lesquelles on discute. Et puis les planifications des travaux, des mises en service, etc., elles sont discutées avec l'OFT. On a des grémiums qui permettent d'établir et de s'accorder sur les planifications. Après, en effet, sur un projet comme la gare de Lausanne, sur laquelle il y a une instruction du dossier PAP qui est sur un projet de cette envergure, ça crée quelques crispements, quelques complexités, quelques difficultés. Et malheureusement, à des moments, il y a un petit peu de tension. Ouais. Après, je dirais pas ce que j'en pense. Mais ouais. En tout cas, c'est un gros enjeu qu'on doit gérer dans les projets. La gestion de la procédure d'approbation des plans. On a tout d'abord, c'est des dossiers qui sont importants à constituer. Et puis ensuite, on a tout d'abord la mise à l'enquête avec des oppositions. Et quand on réalise des projets au sein des villes, évidemment, c'est souvent des sujets qui peuvent être difficiles à gérer. Parce que derrière, c'est même pas forcément que l'OFT. Après, ça va aussi au tribunal d'administration fédérale. Et dans ces cas-là, on a beaucoup de mal à maîtriser les délais pour des sujets comme ça. Merci. Moi, j'ai une question par rapport à... Bon, vous vous situez... chef de projet est tout au sommet des décisions, et puis il y a énormément assez au sommet de la réalisation en tout cas, et puis il y a beaucoup de domaines techniques différents. L'état-major des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer pour la validation des actes techniques, c'est combien de personnes qu'il faut coordonner, avec lesquelles il faut travailler? C'est une équipe de combien? Donc quand on est l'équipe qui est en dessous du chef de projet général? Oui. Donc on a un spécialiste, un chef de projet spécialisé par discipline. Donc moi j'ai un chef de projet spécialisé voie ferrée, ligne de contact, basse tension, SAZ, chauffage de gaz, voilà, j'en oublie peut-être un ou deux. Environnement aussi. On est appuyé d'un juriste. On est appuyé de gens de direction générale des travaux. Ensuite, on a souvent des mandataires génie civil aussi. Donc, on mandate on fait nous souvent à l'externe les études des projets génie civil. Par contre, tout ce qui est la technique ferroviaire, c'est réalisé en interne. Et puis après, on a des appuis de Project Management Office qui permet aussi de nous appuyer sur les PV, les choses comme ça. Des acheteurs qui travaillent aussi avec nous pour la contract management, planificateur, j'ai dit. Donc voilà, ça fait en fait ça fait une équipe de je pense à peu près 15-20 personnes. Et puis ensuite,
derrière ça, ces gens-là, ils ont aussi, eux, des gens qui vont, des dessinateurs, des responsables de mandat, etc. Donc à la fin, ça fait quand même un organigramme assez important. C'est pour ça que je disais de cultiver aussi un peu ce côté d'entreprendre. Parce qu'à un moment, on gère, c'est un peu comme gérer une petite entreprise, quoi. On a une équipe, on a des partenaires, on a des clients, et puis c'est là où je pense qu'il faut avoir un peu cette envie-là, quoi. D'autres questions? Bonsoir. Alors moi j'avais une petite question. Quand on a un projet comme ça qui, comme vous l'avez dit, a commencé depuis au moins 2010 et que finalement on prévoit des objectifs jusqu'à 2030, et comme vous l'avez dit, donc ça a quand même pour objectif de répondre à un besoin de doubler les places assises. Comment en fait vous envisagez l'avenir après 2030, et puis est-ce que les besoins vont changer de la population? Ouais, donc au sein des CFF, il y a les équipes, donc nous on est vraiment les équipes projets qui réalisons les projets, et puis il y a des unités aussi qui prévoient qui essayent de prévoir les évolutions d'utilisation des trains et de dimensionner les infrastructures qui seront nécessaires pour ces utilisations futures. Et donc ces gens-là vraiment essayent de se projeter et de voir comment les tendances d'évolution et voir quels seront les projets à réaliser. C'est aussi une des particularités, je pense, du ferroviaire, c'est que ce sont des projets qui mettent beaucoup de temps entre le début où ils sont imaginés et finalement où ils sont mis en service. Il y a je pense, presque une génération, 15-20 ans avant de sortir des choses comme ça. Donc il faut pouvoir anticiper un petit peu les utilisations. Et on voit, avec le Covid, il y a eu des changements assez profonds sur le travail, sur la mobilité. Et puis tout ça, ça aura forcément des impacts sur ce qui va être projeté par le futur. Après, nous, ça nous a pas trop impacté sur le pourquoi du programme Léman 2030. Finalement, parce qu'on a dit un peu, ce programme, il arrive presque un peu tardivement. Les infrastructures qui sont là, elles sont presque déjà pas suffisantes pour absorber l'utilisation actuelle. Donc, à un moment, on s'est posé la question, on s'est dit, mais est-ce qu'on est en train de faire quelque chose qui ne va plus servir à rien parce qu'il n'y a plus personne qui va prendre le train? Mais on n'en est pas là quand même. Et puis en Suisse, on voit qu'il y a quand même une utilisation assez intensive du train. Mais oui, voilà. Donc il y a des équipes qui s'occupent de ça. Bonsoir. Concernant l'étude de projet pour la partie génie civil, vous avez dit que vous mandatez des bureaux d'ingénieurs. Pour un projet comme ça, il faut combien de bureaux d'ingénieurs environ? Donc, par exemple, sur le projet 4e voie, ce qu'on a vu, c'était sur 5 km, rajouter une 4e voie, puis remplacer toute l'infrastructure existante. On a mandaté ça on a fait un appel d'offres. Et en fait, ce sont des bureaux d'ingénieurs qui se rassemblent en consortium et ça leur permet d'avoir les différentes compétences qu'il va y avoir entre la réalisation d'une infrastructure, la réalisation d'un mur de soutènement. Ils vont se rassembler pour pouvoir offrir toutes ces prestations. Et pour nous, c'est assez avantageux d'avoir un mandataire, parce qu'aussi ça permet que c'est lui qui a la responsabilité de l'entière du projet. Il n'y a pas besoin de coordination entre les différents mandataires, et c'est eux qui se coordonnent au sein du consortium. Moi j'ai aussi une question. On est dans une école d'ingénieurs et puis on va terminer notre formation en tant qu'ingénieur. Mais toutes les compétences, et de votre côté apparemment vous avez aussi suivi une formation d'ingénieur, mais toutes les compétences plutôt de l'ordre du management que vous avez acquises, vous les avez acquises principalement par la pratique ou par d'autres biais académiques? C'est une excellente question, parce que moi je me suis fait aussi souvent la réflexion.
finalement, dans mon travail quotidien, j'utilise beaucoup mon bagage technique pour pouvoir comprendre et pour pouvoir tout de même réaliser un peu les décisions qu'il faut prendre. Mais je fais plus du tout de notes de calcul moi-même, etc. Enfin, c'est pas moi qui les réalise. Je rentre assez peu dans les domaines techniques de façon détaillée. Et donc, j'utilise plutôt des compétences de manager de projet, de gestion de projet. Et moi, je les ai apprises plutôt en expérience. Voilà. Donc, j'ai pas eu de formation, mais il existe des formations de gestion de projet qui, je pense, sont intéressantes aussi, parce que c'est aussi un domaine technique dans lequel il y a des processus, des outils, des méthodologies. Voilà. Par contre, j'ai passé une certification qui s'appelle IPMA. Et puis ça, donc c'est pas une formation, mais c'est une certification pour se certifier d'un certain niveau de gestion de projet. Et voilà. Là, j'ai pu quand même reprendre un peu de cette méthodologie en fait en passant la certification. Bonsoir. J'aurais une question. Vous avez parlé d'intégrer l'évolution des besoins, enfin de la demande sur l'infrastructure. Mais là, on planifie des nouvelles lignes pour 2050. Comment vous intégrez les évolutions technologiques des trains? On peut quand même s'attendre que d'ici 30 ans, on n'ait pas les mêmes systèmes qu'actuellement. Ouais, ça c'est aussi cette équipe-là qui regarde les évolutions futures. Ils sont aussi aux aguets des évolutions technologiques qui existent. Et donc, voilà, ce département-là participe beaucoup à tous les salons qu'il peut y avoir, à tout ce sujet du ferroviaire qui existe, pour aller prendre les différentes tendances et les différentes solutions technologiques qui existent. Et c'est vrai qu'on voit que ça évolue très rapidement avec le numérique, et avec les solutions qu'on voit de Hyperloop, etc. Tout ça, on est un peu loin du chemin de fer traditionnel. Mais voilà, ces équipes-là vraiment intègrent ces développements. J'aurais aussi une question concernant la planification du projet que vous avez. Vous avez besoin d'indicateurs financiers par rapport au planning. Quels sont les outils que vous utilisez? Donc, alors pour pouvoir piloter le projet, on se fait des tableaux de bord dans lesquels on suit les principaux indicateurs clés. Et donc, là-dedans, on a évidemment tout ce qui concerne la qualité avec les non-conformités qui sont remontées, ou les erreurs et puis les problèmes qui ont été détectés. La sécurité, évidemment, tout événement de sécurité est remonté, analysé. Après, les aspects financiers, donc, qui prennent une proportion assez importante. Comme j'ai dit, c'est des montants importants. Sur la 4e voie, donc moi j'avais ce projet de 270 millions. Donc c'est vrai que dès qu'il y a des dépassements, on parle de millions, quoi. C'est quand même assez important. Donc le suivi financier, il doit être fait avec beaucoup d'exactitude, quoi. Puis ces indicateurs nous permettent aussi de voir vers où on va. Les sujets contractuels aussi, on essaie de bien regarder. On a un indicateur avec le nombre d'offres complémentaires qui sont demandées. Voilà, j'essaie de me remémorer un peu sur ce tableau de bord. Après, il y a les aspects des ressources aussi. Et puis, on a même aussi le niveau d'ambiance dans l'équipe. On a des moments de tension, des moments difficiles. Ces projets, voilà, c'est Léman 2030, ça a commencé en 2010, ça dure 20 ans. Il y a des moments de tension très forts. Et donc, voilà, au niveau de l'équipe projet, on essaye de suivre aussi ce niveau au niveau des équipes, quoi.
Encore une question? Ce n'est pas le cas, on va gentiment passer à la conclusion. Voilà, je remercie notre orateur de ce soir d'être